Alors Simon, je voudrais que tu reviennes avec nous sur la notion d'adaptation de l'offre aux évolutions. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Comment notre offre s'est adaptée aux évolutions? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver et de retrouver une nouvelle fois l'hémicycle du Conseil régional. Je crois que la dernière fois, c'était avec l'OITS et que cet hémicycle s'ouvre régulièrement aux acteurs associatifs de l'économie sociale et solidaire dans le tourisme. Et te remercier aussi, Frédéric, pour tes mots en introduction. Dans la perspective de mon départ prochain de l'UNAT. Ça me va vraiment droit au cœur. Je crois qu'il y a plusieurs sujets que tu vas vouloir aborder et qui reviendront, qui permettent aussi d'aborder les sujets qui seront traités plus tard dans la journée. Donc ce qu'on peut faire, c'est que peut-être sur chaque sujet, je donne une ou deux idées qui permettront derrière de creuser. Sur la question de l'adaptation de l'offre, d'abord, si l'offre n'était pas capable de s'adapter, vous ne seriez pas toutes et tous ici présents, et l'UNAT aurait connu des défaillances majeures, importantes d'acteurs touristiques qui n'auraient pas su adapter leur offre. Alors évidemment, il y a certaines images d'Épinal qui peuvent encore exister. Quand on évoque le terme de village vacances, on a peut-être certaines images qui peuvent apparaître. Quand on évoque le terme auberge, on peut avoir certaines images. Les colos ont aussi une certaine image. Et pourtant, la meilleure illustration de l'adaptation de l'offre, c'est concrètement ce que vous faites dans les établissements qui a largement fait évoluer le produit parce que les clientèles ont évolué, parce que vous êtes plus en capacité aussi d'accueillir des publics individuels, des publics variés tout au long de l'année, qu'il s'agisse de publics familiaux, scolaires, seniors, groupes, séminaires. Et ça nécessite pour cela, effectivement, de s'adapter. Mais si on est capable de s'adapter, c'est aussi peut-être parce que sur certains éléments, le tourisme social et solidaire a aussi été précurseur de certaines tendances dans le tourisme. Quand on parle d'un tourisme qui serait d'une certaine façon made in France, avec la revendication d'un ancrage local particulièrement fort, de faire fonctionner les circuits locaux dans le cadre de politiques environnementales ou RSE, ça, c'est des choses que vous savez pratiquer depuis longtemps par les partenariats que vous avez dans les territoires. Et donc, là où d'autres opérateurs doivent s'adapter dans leur gestion opérationnelle, ça, ce sont des choses que les adhérents de l'UNAT et du tourisme social et solidaire ont dans leurs habitudes, j'ai envie de dire. Néanmoins, si je peux te permettre là-dessus, je regarde Laurent Cormier, qui est maintenant directeur adjoint de l'ART, et aussi c'est que ce que tu viens de dire, quand au conseil d'administration de l'ART, vous évoquiez la renaissance, un tourisme pour tous, un tourisme autre, et c'est vrai que c'est une expression qui ressort bien là-dessus, hein, et je crois que c'est important de le souligner. Tout à fait. Je crois qu'il y a eu une campagne de promotion de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Renaître, c'est ça, hein, et Renaître ici, et pour le coup, de ce que je m'en souviens, les acteurs associatifs du tourisme, de l'économie sociale et solidaire n'auraient rien eu à enlever à cette campagne pour dire ce qu'ils sont. Ce qui montre bien qu'on est en adéquation avec l'évolution des attentes. Même s'il y a de nouvelles attentes de clientèle, on a interrogé avec ADN Tourisme, on a mené une étude qui montre qu'il y a plusieurs attentes un peu structurelles qui sont en train de sortir du Covid. La possibilité de pouvoir télétravailler sur un lieu de vacances. On voit bien que c'est pour la volonté d'élargir les temps de vacances et de passer du temps. Trouver des alternatives à l'aérien. Avoir des hébergements qui soient plus mobiles, et puis aussi prendre conscience de l'impact environnemental et social des pratiques de loisirs. Et donc ça, je pense que dans ce que les adhérents du réseau font, il y a des réponses concrètes à apporter pour adapter l'offre. Alors, concernant notre public et la mixité du public, comment tu vois la façon dont on a pris en compte l'ensemble de cette problématique ?
Alors, le sujet de la mixité, il n'est pas propre à notre secteur, ni même au tourisme et aux vacances. Il est prégnant dans toute la société. Et la fracturation que l'on connaît de la société, elle interroge de nombreux pans de l'activité économique et sociale. Néanmoins, si on considère que par nature, par essence, les vacances sont un lieu de rencontre de l'autre, un lieu où on peut se dépasser les murs de son quotidien et à un moment donné se projeter dans un ailleurs et revenir un peu changé parce qu'on a rencontré l'autre, alors le sujet de la mixité, il est au cœur. Et c'est d'ailleurs pour ça, Michel l'a cité, qu'il y a cet article de loi 140 de la loi de lutte contre les exclusions de 98 qui fait de l'égal accès à la culture, au sport, aux loisirs et aux vacances, un objectif considérant que ça participe du plein exercice de la citoyenneté. Et donc on voit bien que ce lien qui est évident entre pouvoir rencontrer l'autre dans ces temps de culture, de loisirs, de vacances, la construction et donc de mixité et la construction d'une citoyenneté active. Donc c'est un enjeu pour nous de pouvoir continuer à accueillir des publics différents tout au long de l'année, mais aussi de pouvoir répondre grâce à une tarification qui soit la plus juste possible à un enjeu majeur qui est comment est-ce que des publics qui se retrouvent un peu dans l'angle mort des politiques publiques ou des vacances continuent à pouvoir partir en vacances. On voit bien un phénomène, c'est-à-dire que, y compris avec les augmentations de tarifs, les CSP les plus élevés pourront continuer à payer quelques centaines d'euros de plus pour partir en vacances. Des publics aidés et accompagnés qui continueront à l'être pourront continuer certainement, même si c'est difficile, à partir en vacances. Mais au milieu, il y a tout un tas de personnes, classe moyenne inférieure, ce qu'on appelle dans les catégories socio-professionnelles, qui sont dans l'angle mort, qui sont trop riches, entre guillemets, pour bénéficier d'aide, mais qui ne gagnent pas assez d'argent pour avoir un reste à vivre suffisant pour partir en vacances. Et je crois qu'un des enjeux pour nous, il est de pouvoir travailler sur ces publics-là grâce à une tarification. Je ne dis pas que c'est la plus juste et la plus adaptée, je ne dis pas que c'est simple, notamment eu égard aux contraintes économiques que vous subissez après crise ou avec la crise énergétique que l'on connaît, mais je crois que là, l'enjeu de mixité, il se situe notamment sur ces publics intermédiaires. Concernant l'attractivité de nos emplois et des métiers, c'est un gros chantier actuel en plus. Qu'est-ce que l'UNAT national et qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? L'UNAT national n'est pas syndicat employeur. Néanmoins, je salue Alex Nicolas, le représentant de la branche du tourisme social et familial, qui est ici présent. Néanmoins, évidemment, on ne peut pas ignorer, quand on porte un discours politique sur le tourisme et les vacances, ignorer le sujet de l'attractivité des métiers qui se pose. Et ce n'est pas propre aux adhérents de l'UNAT de connaître des difficultés de recrutement, même si la saison estivale s'est bien passée, ça a été compliqué, les équipes sont sorties épuisées, et la saison hivernale qui est particulièrement importante, notamment ici dans la région, on sait qu'elle va être longue et qu'elle risque d'être compliquée en termes d'emploi. Mais là aussi, on l'aborde peut-être un peu spécifiquement parce que la conception que l'on a du tourisme et des vacances est diamétralement opposée à ce que serait un tourisme sans service du fait de problèmes de recrutement. Dans le tourisme tel qu'on le conçoit, c'est bien l'humain, la rencontre humaine qui crée la valeur sociale et la valeur économique et qui fait la différence. Et donc, effectivement, on doit pouvoir apporter un certain nombre de réponses. J'imagine que vous travaillerez là-dessus, que les branches travaillent là-dessus, mais il y a peut-être des réponses spécifiques à deux niveaux. D'abord, dans l'ADN des produits du secteur, travailler dans un village vacances, être en cuisine dans un village vacances, ce n'est pas la même chose que d'être dans une cuisine d'un restaurant en centre-ville et il y a la possibilité de construire des temps pour soi, il y a la possibilité d'avoir une organisation du travail qui soit différente. Donc dans l'ADN même des produits proposés aux vacanciers, il y a peut-être un certain nombre de réponses qui peuvent être apportées sur l'attractivité des métiers. Et puis il y a ensuite autre chose sur l'ADN même
même du tourisme social et solidaire. Je suis membre du jury Clé Verte et beaucoup d'adhérents de l'UNAT sont engagés dans la démarche. Et on fait le constat avec la Clé Verte que dans de plus en plus d'annonces d'emploi, les employeurs mettent en avant la labellisation environnementale, l'engagement social, et donc ce que certains appellent la politique RSE, qui doit être réelle, qui soit s'appuyer sur de vrais fondements, devient un argument dans la promesse employeur qui peut être faite dans l'attractivité des métiers. Et je crois qu'à la fois sur ce qu'est le produit et sur ce que vous êtes en propre, il y a certainement des éléments de réponse sur la question de l'attractivité. Concernant l'attractivité et l'inscription du TSS dans la dynamique des territoires, vous savez tu sais que les premières classes de neige ont eu lieu dans ce territoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus aussi, sur notre rôle là-dessus, sur l'attractivité et la dynamique des territoires ? Peut-être une réponse avec deux éléments. Le premier, Michel en a parlé, effectivement, les opérateurs du tourisme social et solidaire sont souvent présents dans des communes rurales et dans des endroits où d'autres opérateurs qui attendent des rentabilités différentes, parce que derrière, ils ont des investisseurs, parce que particuliers et autres, ne vont pas ou dont ils se retirent. Nous, on revendique cet ancrage et on a une force, ce qui est lié à ce que j'ai évoqué précédemment, notamment le fait de vouloir accueillir des clientèles différentes, c'est que quand on est en capacité au cœur de la saison d'accueillir des familles et en aile de saison d'accueillir des publics scolaires, des publics seniors, des groupes, que ce soit notamment des groupes sportifs ou autres, mais aussi d'accueillir des séminaires, mais finalement on peut étirer l'ouverture des établissements. Et quand on cherche un modèle, et ça c'est propre quand même à l'ESS, où la rentabilité ne se fait pas sur 4 semaines en plein cœur de saison, l'été par exemple, mais qu'on cherche à avoir une ouverture qui dépasse les 6 mois, qui peut atteindre 8, parfois même 9 mois, l'impact sur le territoire, il est complètement différent parce que la qualité de l'emploi proposé est différente, parce que les circuits locaux sont travaillés de façon différente, et là, on fait aussi la différence. Et puis la deuxième chose, sur l'ancrage et le lien au territoire, c'est lié aux pratiques. Et ça, vous en savez quelque chose ici. C'est d'ailleurs un des sujets de lien entre l'UNAT et le Conseil régional. C'est quelles sont les pratiques qui sont proposées, notamment pour que certains publics les découvrent. Et là, en effet, on s'aperçoit que, et ça, on a mené un certain nombre d'études, notamment avec l'IFOP, sur l'accès aux vacances, et notamment aux vacances d'hiver. On s'aperçoit que si petit, on n'a pas été mis sur des skis, on n'y va pas plus grand. Parce que autant on peut découvrir la mer quand on est plus grand, autant aller à la montagne n'est pas un réflexe. Et donc ça s'acquiert, y compris pour des petits rhône-alpins, j'ai envie de dire. Et très clairement, là il y a un enjeu à ce que des établissements qui sont à la fois capables d'accueillir, mais aussi d'organiser pour faire découvrir des pratiques dès le plus jeune âge, soient liés à des enjeux de développement territoriaux liés à ces pratiques. Et là, effectivement, la question de la montagne l'hiver, pas uniquement du ski, parce que je pense que demain, la montagne l'hiver, ce n'est pas uniquement le ski. Ici, il y a une matière très, très féconde. Et enfin, pour terminer, le financement du tourisme social et associatif, comment tu le vois et quelles sont les idées et les messages que tu souhaiterais nous faire passer ? Là aussi, il y a une forme d'image d'Épinal sur le financement, parce que souvent, moi, quand j'en parle avec d'autres représentants du SNRT, de la FNHP, on me dit oui, mais les opérateurs du tourisme social et solidaire, ils sont quand même, vous êtes des assos, donc vous êtes subventionnés plus que tout le monde. Alors là, il faut casser cette image-là. Malheureusement, j'ai envie de dire, ça a pu être le cas avec les aides à la pierre, mais qui sont terminées depuis quand même bien longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et très clairement, on a plusieurs enjeux et qui sont liés à celui du financement. C'est d'abord la question du patrimoine. Aujourd'hui, la moitié du réseau est propriétaire
encore de ces murs. Et c'est une force parce que ça permet de proposer des vacances de qualité accessibles au plus grand nombre dans des lieux qui sinon ne leur seraient plus accessibles. Et on l'a vu quand on a des grands opérateurs qui ont été scindés en deux avec des augmentations de prix du côté de l'opérateur qui n'est plus dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc là, très clairement, on a un jeu de maintien du territoire et donc de savoir capter les financements pour investir régulièrement dans ce patrimoine-là. Très clairement, avec les enjeux issus de la crise, les PGE à rembourser, les investissements qui vont être liés au décret tertiaire et puis toutes les contraintes économiques liées au coût de l'énergie que l'on connaît aujourd'hui, si on ne revient pas sur la possibilité d'aider plus fortement les structures à investir, alors il y aura un hiatus entre les ambitions de construire une destination France importante et des structures économiques, qu'elles soient de l'économie sociale et solidaire ou non, qui ne pourront plus investir dans leur patrimoine. Donc là, très clairement, il y a une nécessité vitale de reprendre le chemin de l'aide aux structures sur le patrimoine. Les régions le portent à bout de bras, mais l'État s'est finalement complètement désinvesti du sujet. Et puis nous, on a une spécificité, c'est quand même le fait d'être des acteurs à but non lucratif. Et aujourd'hui, il y a un pan de la finance qui est en pleine expansion. C'est tout ce qui est lié à la finance solidaire et aux obligations en matière de ce qu'on appelle l'ESG, les règles en matière environnement, social, gouvernance dans les investissements. Et donc là, oui, il y a un enjeu pour les opérateurs du TSS à pouvoir capter ces financements de la finance solidaire, en plus des financements bancaires traditionnels et d'un financement public qui soit renouvelé. Ok, merci en tout cas de cette intervention. Je pense que ça a permis de poser un certain nombre de questions, de problèmes, de poser effectivement un certain nombre de questions, de problèmes, de vraiment bien positionner l'UNAT dans le rôle des territoires et du travail qu'il a à faire. En tout cas, Simon, je pense que je ne vais pas t'en rajouter, mais en tout cas, je salue officiellement à nouveau le travail et la qualité de ton intervention. Je voulais juste rappeler qu'au début de la crise, le ministère ne voulait pas écouter notre secteur. Et c'est Simon qui s'est battu pour être autour de la table pour pouvoir défendre notre secteur. Et je pense que là-dessus, il a été un des acteurs déterminants de la sortie de crise. Merci Simon.